Congo FM 88.4, la fréquence utile. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4. Top Congo FM. République démocratique du Congo. Navré pour ce retard, des soucis techniques. À présent, les titres de votre journal. Top Congo FM. Les passagers du canot rapide Salama en partance pour Bougouma qui avait fait demi-tour vers le beach de Tchomia en RDC en raison du mauvais temps sont sains et saufs. L'embarcation avait pris de l'eau, mais le capitaine a pu atteindre la rive. Top Congo FM. Des hommes armés ont attaqué la carrière minière dénommée Chaba en groupement de Kandoy en territoire d'Arou en Ituri. C'était la nuit dernière. L'armée confirme la nouvelle et parle de 14 morts et 8 blessés lors de l'attaque. Top Congo FM. Plusieurs investissements chinois enregistrés en RDC, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba. Ces investissements sont-ils bien perçus par les populations locales? Un reportage à suivre tout à l'heure. Top Congo FM. Le Nord-Équateur ne connaîtra pas le trafic aérien. La compagnie qui devait assurer la liaison entre cette partie du pays et l'Ubangui s'est retirée. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour les passagers du canot rapide Salama en partance pour Bougouma en Ouganda qui avait fait demi-tour vers le beach de Tchomia en RDC en raison du mauvais temps sont sains et saufs. L'embarcation avait pris de l'eau mais le capitaine a pu atteindre la rive. Pierre Oudari est commissaire lacustre du lac Albert. Il y avait un accident suite au vent violent. Un bateau et l'armateur Sam, un sujet ougandais, avait apparié au beach de Tchomia, RDC, en destination du port de Bougouma, en Ouganda. Un vent violent est survenu sur les lacs, ce qui n'a pas permis au capitaine d'accoster au port de Bougouma. Le capitaine devrait chercher un port de dégagement. Vu que le vent était violent, il était obligé de retourner en République démocratique du Congo pour sauver la vie des gens qui étaient à bord. Malheureusement, le bateau est construit. La quantité de ces réservoirs ne pouvait pas prendre la quantité de carburant pour un aller-retour. Mais comme il avait prévu d'autres carburants dans le bidon, qu'il devait ravitailler le bateau au port de l'Ouganda, c'est ce qui les a sauvés. Alors, arrivé sur les lacs, en retournant vers le Congo, il voulait ajouter les carburants sur les lacs pendant que le vague et le vent étaient très violents, ce qui a récupéré l'un des matelots qui était tombé dans le lac. Heureusement, ce matelot avait porté les gilets de sauvetage et un gilet de sauvetage de qualité qui lui a permis de passer la nuit de 16h hier jusqu'à 13h aujourd'hui, il était récupéré aujourd'hui vivant. Et tous les passagers qui étaient à bord sont sortis sains et saufs. Il y avait combien de passagers? Il y avait 30 passagers à bord. C'était Pierre-Marie Oudari, le commissaire Albert dans la province de l'Ituri. Ils ne sont pas toujours rentrés dans leurs villages respectifs près de 2 semaines après les atrocités commises par des éleveurs étrangers Bororo dans le territoire d'Oudungu dans la province du Haut-Uélé, estimé à plus de 5000. Ces habitants des villages de Dourou, Kaka et Bayotte vivent dans une précarité totale selon la société civile locale. Du côté de la dynamique développement durable, une organisation locale des droits de l'homme en sollicite l'intervention urgente du gouvernement central et provincial pour éviter le pire. On fait le point avec Alain Panguimo, le correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Non seulement la présence massive des éleveurs Mbororo avec un nombre important de leurs cheptels inquiète la population dans le territoire de Dungu, mais aussi leurs bêtes ne cessent de ravager les champs de paisibles citoyens dans cette entité territoriale. La dynamique de développement durable, une ONG qui lutte pour la promotion des droits humains, sollicite l'implication du gouvernement central et provincial pour la sécurisation des populations en cette période électorale dans le territoire de Dungu. Richard Douembembi Kamboli est son coordonnateur. Je suis allé rencontrer ces victimes. Quelques personnes étaient égorgées. Nous commençons à vivre ici dans le territoire de Dungu ce phénomène de criminalité, de tuerie, c'est quand même déplorable. Donc les éleveurs Mboro circulent avec leurs bêtes et avec les armes. Tout le monde le dit, ce sont des envahisseurs.
Lorsqu'on est étranger dans un pays, vous devez avoir le passeport, le visa, on doit contrôler votre séjour, vous devez payer les impôts. Mais moi, je me rends compte que tout cela n'est pas le cas. Le pouvoir public doit faire un travail pour réglementer cette situation de manière à ce que la population ait la paix. Si on doit promouvoir le développement de la population, autant aussi le faire pour la sécurité de cette population-là. Donc la population, avec la présence de Mbororo, n'est pas sécurisée. C'est quelque chose de très urgent que le gouvernement doit régler le plus tôt possible. Signalons par ailleurs que les dégâts causés par les éleveurs Mbororo ont occasionné le déplacement massif de plus de 30 familles en début du mois dans le territoire d'Edungu. Isiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. Dans la province de l'Ituri, des hommes armés ont attaqué la carrière minière de Chaba dans le groupement de Kandoy dans le territoire d'Arou. C'était la nuit dernière. L'armée confirme la nouvelle et parle de 14 morts et 8 blessés. Son porte-parole en Ituri rassure que des dispositions sont déjà prises et appelle la population à une vigilance aiguë. On écoute le lieutenant Jules Gongo. Il y a eu incursion de combattants qui ont ôté la vie à nos compatriotes où nous avons enregistré 14 morts et les blessés aussi, 8 blessés. Cette situation reste préoccupante par l'administration militaire. Vous savez que nous avons déjà déployé les militaires dans cette zone et nous continuons toujours à déployer pour faire face à cette nouvelle menace. Il faut parce que nous avons dit que c'était un problème entre deux villages, mais aujourd'hui c'est dans une carrière minière qu'on vient d'ôter la vie à nos compatriotes. Et que font les FARDC pour réduire cette violence ? Il n'y a pas trop à commenter. Ce que nous vous disons est que les forces armées sont toujours en œuvre pour essayer de réduire cette menace et pourquoi pas de l'anéantir. Entre-temps, dans le territoire de Djougou, le porte-parole du gouverneur militaire affirme que le soldat de la force navale, auteur d'un double meurtre dans la nuit de lundi à mardi à Tchomia, est aux arrêts. On écoute une fois de plus le lieutenant Jules Gongo. Nous regrettons encore une fois où un élément des forces armées a ôté la vie à 2 personnes. Alors ça, c'était un problème encore conjugal. Donc vous comprenez qu'il y a un problème et nous devons trouver des solutions. Des solutions, ce n'est pas la justice populaire. Les solutions, ce n'est pas incendier de maisons d'autrui. La solution, c'est laisser l'État congolais de faire son travail et la justice. Parce qu'en ce moment, ce monsieur est aux arrêts et nous continuons avec les investigations pour savoir la quintessence de ces problèmes. Pour le moment, nous appelons la population tout entière de l'Ituri. Toutes les tensions que vous observez, au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, nous appelons la population au calme. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. La CENI sollicite auprès du ministère des Transports une facilitation d'accès au tarmac aéroportuaire de son personnel et de ses engins. La questeur adjointe de la commission électorale qui a eu une séance de travail avec le ministre des Transports était accompagnée des experts de la CENI chargés des opérations et de la logistique. La problématique sur la question de facilitation d'accès au tarmac et autres sites aéroportuaires durant les opérations de réception, de déchargement et du déploiement du matériel électoral dans les différents entrepôts de la centrale électorale à travers toute l'étendue du pays était au menu de la séance de travail. La questeur de la CENI, Sylvie Birimbano, est au micro de Gino Mabura de Charisma. Il y a le matériel électoral que nous devons réceptionner à partir du mois de septembre. Et c'est une grande quincaillerie que nous allons manipuler, réceptionner, décharger, déployer dans les hubs principaux et dans les hubs secondaires jusqu'au site des votes. Et donc voilà, le ministre a préféré convoquer les transporteurs ainsi que les compagnies de transport pour que nous puissions harmoniser les vues. Donc en sortant de cette réunion, nous sommes satisfaits parce que tout le monde a compris la préoccupation de la CENI, étant donné qu'il y a le matériel sensible que nous devons réceptionner qui ne devait pas être exposé aux intempéries.
C'était la questeur de la CENI. Et à cette rencontre étaient conviés les responsables de l'autorité de l'aviation civile, de la régie des voies aériennes, de la Société des chemins de fer du Congo, de Congo Airways, ainsi que les opérateurs privés des vols commerciaux et cargo comme Serve Air ou encore CAA pour les vols commerciaux. Parlons du malaise qui persiste au sein de l'UDPS Tshisekedi. Les dernières résolutions des assises de Kisantu et de Gandéala ne font pas l'unanimité, du moins pour la frange qui se déclare légaliste. Celle-ci annonce une série de manifestations pacifiques à travers le pays pour exiger le respect des statuts. Par ailleurs, indique Sangor Malemba, secrétaire général de cette branche. L'élection d'Hubert Mukuna en date du 11 juillet dernier comme président de l'UDPS n'a rien d'un coup d'État, comme l'a affirmé Augustin Kabouya. Pour lui, cette démarche est bel et bien conforme au statut du parti et la constitution du pays. Il condamne par ailleurs l'arrestation de Hubert Mukuna, transféré mardi à la prison de Makala, faute de plaignant. Sangor Malemba sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour obtenir sa libération et mettre fin à la crise qui persiste au sein du parti. On l'écoute au micro de Myriam Boketchou. La décision politique prise par les tiers de fédération de l'IDPS pour organiser le congrès extraordinaire qui a élu le président Hubert Mukuna reste légale. Le mini-congrès de Kisantu de Ngandayala est réglé à la statue à l'article 26, n'est que rien. C'est ainsi. Le vendredi, à 20h, l'arrestation du président Mukuna par les mêmes magistrats de cour d'appel de Matete qui est sans plaignant jusqu'à présent. Nous demandons du chef de l'État, les garants des nations, nous sollicitons l'audience pour que ces problèmes puissent être définitivement résolus. Je vous annonce officiellement que des manifestations seront organisées pacifiquement conformément aux lois du pays en vue de demander la légalité des statuts et de soutenir le chef de l'État. Une réunion sera convoquée en vue de prendre une position claire et responsable à cette situation. Le secrétaire sortant a trahi le président de la République en lui disant qu'il est au même temps président de la République et président du parti. C'est la violation flagrante de l'article 69 de la Constitution. À vous, les organisations internationales et nationales œuvrant aux droits de l'homme, Woman Watch, ACAS, Assado, Commission Justice et Paix, vous êtes restés silencieux. Nous demandons au chef de l'État de s'appliquer personnellement pour trouver une solution à cette situation. C'était Monsieur Sangor Malemba. Pour sa part, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dit ne pas reconnaître l'existence de cette frange de l'UDPS car lui seul est habilité à engager le parti présidentiel. Entre-temps, toutes les provinces seront contrôlées en matière de gestion. C'est le directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes qui l'a annoncé mardi à Kinshasa. La Cour des comptes, sous la conduite de son premier président Jimmy Mugaga, a lancé un programme de vulgarisation de ses missions régaliennes en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics. L'audit de la taxe aéroportuaire appelée GOPAS vient d'être lancé. Selon le magistrat Tongwangu Kangolo, directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes, la ville de Kinshasa ne figure plus sur la liste après le dépôt de son projet de reddition de comptes. On l'écoute. La Cour des comptes a reçu les projets de 10 portant reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 21 provinces sur 26. C'est un exploit que la Cour des comptes n'a jamais réalisé. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'ont pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant reddition des comptes du budget du dernier exercice clos, celui de 2022, le premier président de la Cour des comptes a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions idoines soient prises à l'encontre des gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après: Kwango, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi et Chouapa. La Cour des comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai fixé au 15 août étant déjà dépassé. Toutes les provinces seront contrôlées sans exception, mais cela se fera progressivement. L'audit de la gestion des recettes générées par la taxe aéroportuaire dite GOPAS vient aussi d'être lancé. Il s'en suivra d'autres audits dans le secteur des industries extractives. L'audit des recettes judiciaires et celui de la gestion des soins médicaux à l'étranger sont pratiquement à la fin.
Le magistrat Tondouangou Kongolo, le directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes. Pendant ce temps, les États-Unis envisagent la construction d'une nouvelle ambassade à Kinshasa qui appuiera l'expansion continue des relations diplomatiques, sécuritaires et commerciales américaines avec la RDC. Le lancement des travaux a eu lieu mardi à Kinshasa sur l'avenue au commandement dans la commune de Gambé. Selon l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, la conception des bâtiments de la nouvelle mission diplomatique américaine s'inspire de la mosaïque environnementale diverse de la RDC. Des matériaux locaux seront utilisés lors de la construction et du personnel congolais sera recruté pour l'édification des bâtiments. On l'écoute. Le nouveau bâtiment, qui s'étendra sur environ 75 000 km², coûtera plus de 750 millions de dollars. L'investissement local en biens, services et main-d'œuvre s'élève à 170 millions de dollars. Et nous prévoyons d'offrir des possibilités de travail à 1600 Congolais qui bénéficieront aussi de compétences et de formation en sécurité. Soyez assurés que le gouvernement des États-Unis respectera les normes les plus élevées de sécurité et de protection des travailleurs pendant ce projet. Nous nous efforcerons aussi d'être le meilleur voisin possible et d'éviter les bruits et les barrages routiers à l'égard des personnes vivant et travaillant dans le voisinage. Notre nouvelle ambassade démontrera l'engagement du département d'État à fournir des installations sûres, fonctionnelles et résilientes qui reflètent sur le plan architectural la beauté de ce pays. La conception de la nouvelle ambassade est aussi adaptée aux variations climatiques, intégrant des stratégies d'économie d'énergie rigoureuses visant à minimiser son impact environnemental. Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Puis on parle de l'accord de partenariat économique global entre le gouvernement congolais et les Émirats arabes unis. Vous le savez, les négociations sont en cours. En prévision de ces accords, la Direction générale des douanes et axes a fait aussi ses armes avec les parties prenantes. À l'issue d'une séance de travail tenue mardi, les experts des deux parties ont identifié les produits exclus de libéralisation suivant l'Organisation mondiale du commerce au profit des pays les moins avancés, déterminer les produits sensibles dans le cadre des échanges avec les Émirats arabes unis et aligner les concessions tarifaires éventuelles avec celles soumises dans le cadre de la SDECAF. On fait le point avec Gabriel Mouepou, il est le directeur du bureau de coordination à la DGDA, il est au micro de Rémi Moulingati. Et les Émirats arabes unis importent de la RDC principalement les produits miniers, les minéraux et les métaux, le bois brut, les machines et appareils en perfectionnement passif ou en réparation. Cette structure des échanges commerciaux portant sur des marchandises qui ne sont pas nécessairement fabriquées en RDC, ni aux Émirats arabes unis, mais qui y sont vendus, n'offre pas la possibilité d'appliquer les taux réduits parce qu'il sera difficile dans ces conditions d'attester de leur origine. Les présents travaux doivent tabler sur les marchandises originaires de ces deux pays, véritablement fabriquées dans ces deux pays pour une meilleure application des régimes préférentiels. La référence à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, apparaît un peu comme excessive, mais les travaux en atelier permettront de déterminer la meilleure façon d'y procéder. À l'issue de ces travaux, les conclusions seront soumises aux autorités gouvernementales pour décision utile. Étant entendu qu'à l'issue de la mission diligentée en juillet 2023, l'accord préférentiel entre les deux pays ne pourra être signé qu'au vu des résultats de ces travaux. Au nom de M. le directeur général des douanes et axes, je vous exhorte à vous impliquer personnellement pour la réussite de ces travaux. Gabriel Mouepou, le directeur du bureau de coordination à la DGDA. Entre-temps, plusieurs investissements miniers chinois sont enregistrés en RDC, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces investissements sont-ils perçus? Comment sont-ils perçus donc par les populations locales? Le point avec Eric Lukoki. Les entreprises chinoises sont bien implantées dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, mais l'impact de leurs activités est diversement apprécié par les populations locales. Yannick Kaumbo, écrivain et blogueur, a réalisé une enquête à ce sujet. Certains habitants se sont montrés plutôt favorables
à l'investissement chinois, qu'ils considèrent comme un moyen de relancer notre économie. D'autres, en revanche, ont exprimé de la méfiance, voire de l'hostilité envers les Chinois qu'ils accusent de piller nos ressources minières. Mais en général, tout le monde presque s'accorde à dire que les Chinois, vu le poids qu'ils ont actuellement dans les mines congolaises, pouvaient faire mieux ou peuvent encore faire mieux. Par exemple, en termes de conditions salariales ou de traitement de leurs employés. Et cela fait que les Chinois soient perçus dans notre pays comme des prédateurs plutôt que comme des partenaires. D'après l'écrivain, il est difficile pour les habitants de ces deux provinces de faire la différence entre les investissements chinois dans les mines congolaises et les projets Sicomine. De personnes que nous avons interrogées, par exemple, elles ne savent pas faire la différence entre les investissements chinois dans les mines congolaises et le projet Sicomine qui est lui un accord entre les gouvernements chinois et congolais pour échanger les infrastructures contre nos minerais. Ce qui fait que certains attendent par exemple de TFM, Tenkofongoro Mining, des routes, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures, alors que ce n'est pas forcément dans leur cahier de charges. Plusieurs habitants de ces régions attendent des actions à impact visible comme à l'époque de la GECAMINE, générale des carrières et des mines, affirme Yannick Kaumbo. La plupart des gens que nous avons rencontrés et interrogés sont encore nostalgiques de la grande GECAMINE et l'ombre de cette dernière, de la GECAMINE, donc plane encore sur tous les nouveaux exploitants miniers qui arrivent ici chez nous, qu'ils soient chinois ou autres. Les gens veulent voir des routes, des hôpitaux, des écoles, comme ce fut le cas avec justement la GECAMINE. Mais malheureusement, les époques ont changé, les paradigmes ne sont plus les mêmes. Moi, je dirais que l'avenir du secteur minier congolais dépendra en grande partie de la capacité des acteurs locaux, de nos dirigeants, à négocier avec les partenaires chinois et autres qui arrivent ici chez nous pour qu'on ait justement ce que les gens veulent voir, les routes, les écoles, les hôpitaux. Avec la dotation par les sociétés minières de 0,3% minimum de leur chiffre d'affaires comme contribution au projet de développement communautaire, l'impact des actions de ces entreprises sera sans doute visible sur le terrain. Eric Lukoki et puis la RDC renouvelle son souhait de voir l'une des institutions de l'OADA, Organisation pour la mondialisation en Afrique du droit des affaires, s'installer à Kinshasa ou une autre ville du pays. C'est en tout cas le souhait exprimé mardi à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Sama. S'est exprimé à l'ouverture de la 55e session des ministres de la Justice de l'OADA. Détail, Cyril Milandou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde souhaite que la RDC héberge l'une des institutions de l'OADA. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, je déclare ouverte la 55e session du Conseil des ministres de l'OADA. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a déclaré que les perspectives et les idées sont essentielles pour guider l'OADA vers un avenir où les droits des affaires en Afrique est à la fois solide et adaptable. Un point d'honneur devra également être réservé à la redynamisation du système d'arbitrage de la CCJA et la création d'une unité de suivi et évaluation du droit OADA, étape importante pour garantir que notre organisation commune fonctionne de manière transparente et efficiente. Le secrétaire permanent de l'OADA, Emmanuel Darankoum, est revenu sur son bilan à son arrivée à la tête de l'OADA en 2019. Malgré ces difficultés, je lève mon chapeau à tous les États membres. En partant d'un solde négatif, à l'heure où je vous parle, on a réussi un score de plus de 17 milliards. On n'est pas loin des 18 milliards de collecte. Et ces 18 milliards, nous avons tâché, ou en tout cas tenté d'en être dignes d'un usage, parce que nous savons que ce sont des efforts énormes consentis par les États pour cette contribution. La RDC assume la présidence de l'OADA durant cette année 2023. Cyril Milandou. Entre-temps, le Nord-Équateur ne connaîtra pas le trafic aérien. La compagnie qui devait assurer la liaison entre cette partie de Lubangui et Kinshasa s'est retirée, ce que dénonce le président de l'association socioculturelle Gambé Boukli Baka. On écoute Emmanuel Baligaza.
L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka vient d'être saisie de la volonté de la compagnie d'aviation aérienne CAA en sigle, de sa volonté de ne plus desservir la ligne Kinshasa-Gemena et vice-versa. Selon les informations en sa possession, cette société avait négocié avec le gouvernement congolais l'autorisation d'exploiter la ligne Kinshasa-Gemena-Kinshasa dont le coût de billets en classe économique était fixé à l'équivalent de $200 américains. Une décision a été favorablement accueillie par la population, non seulement de tout l'espace Ubangui, mais de tout le nord-équateur. La compagnie aurait déjà loué des locaux devant abriter ses services, installé ses bureaux, recruté et formé 21 agents locaux. Son vol inaugural aurait été prévu pour le 26 août de cette année. Contre toute attente, nous apprenons qu'elle aurait décidé de se replier sur Kinshasa. L'association socio-culturelle Ngambe s'insurge contre cette décision qui va pénaliser la population de tout l'espace du Nord-Équateur. Comment comprendre que partout dans la République, plusieurs compagnies d'aviation desservent les villes de l'intérieur du pays et que Gemena particulièrement soit soumis à un monopole de services aériens? Gemena serait-elle victime d'un complot ourdi contre elle pour freiner son développement socio-économique? L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka n'acceptera pas pareil sabotage de son espace et mobilisera toute la population pour barrer la route aux ennemis du développement socio-économique de l'espace Ubangui en particulier et du Nord-Équateur en général. Emmanuel Baligaza, le président national de l'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka. Bientôt la construction d'un grand centre de formation de la jeunesse dans la commune de Maluku. C'est l'œuvre de l'Institut national de préparation professionnelle. Dans le cadre du projet Kinelinda, le directeur général de l'INPP a effectué une visite d'inspection sur le site qui va abriter ce centre moderne. D'après Godefroy Stanislas Chimanga, son institut reste fermement engagé dans la formation et le renforcement de capacité des personnes actives. Il faut noter que l'INPP tient à fournir du capital humain aux différentes structures qui seront installées à Maluku dans le cadre de la zone économique spéciale. On écoute Godefroy Chimanga, directeur général de l'INPP. L'objet de notre visite, c'est de venir visiter ce site sur lequel sera construit un grand centre de l'INPP, et ce dans le cadre du projet Kinelenda, dans lequel nous allons contribuer par la formation des jeunes et le renforcement des capacités de la population active. Ce centre aura une capacité annuelle de 15 000 stagiaires à former. Ce centre a aussi la spécificité d'avoir un centre d'hébergement avec une capacité de 120 personnes à héberger pendant les différentes sessions des formations qui seront organisées ici. Nous avons pensé rapprocher notre capacité de former et de fournir du capital humain dont auront besoin les différentes structures qui seront installés ici dans le cadre de la zone économique spéciale. Le directeur général de l'INPP, puis les jeunes appelés à valoriser leurs talents et accroître des stratégies pour développer leur business. L'ONG Jeudi Jeunesse et FATA, pour la distinction en collaboration avec la jeunesse du parti politique MSL, Mouvement Social Lumbiste, ont organisé une matinée de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat. Le thème développé était l'entrepreneuriat pour répondre aux besoins des générations présentes et à venir. Plusieurs orateurs ont pris la parole lors de cette journée de formation. Il s'agit notamment du président national du mouvement social Lumbiste. Il est revenu sur la jeunesse et la politique active. Quel impact? Norbert Isadri a à cette occasion appelé les jeunes Congolais à se réveiller et à oser. On écoute tour à tour la coordonnatrice de l'ONG Jeudi, Jeunesse et FATA pour la distinction, Lisa Lumbu, et le président du MSL, Norbert Isadri. Cette rencontre a été organisée en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Vous savez que le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit,
à l'ONG Jeudi, nous allons organiser une activité en collaboration avec la jeunesse du ML parce que nous avons estimé que la jeunesse congolaise doit se réveiller. La jeunesse congolaise doit prendre de plus en plus conscience face à tous les défis qui les guettent, à tous les défis de son pays. C'est une initiative vraiment innovante de sensibilisation de la jeunesse à la prise de conscience de ce qu'elle doit être. Au fait, on a comme l'impression en République démocratique du Congo que notre jeunesse est en train de dormir. Alors que partout au monde, nous voyons la jeunesse avoir des visions, suivre cette vision et non pas être derrière des leaders pour les déifier, pour les chanter, pour les aduler ou encore pour mendier. Vous venez de suivre tour à tour Lisa Lumbu, la coordonnatrice de l'ONG Jeudi, Jeunesse EFATA pour la distinction, et le président du MSL Norbert Ezadri. Et puis l'action sociale et sanitaire, c'est un produit lancé récemment par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Ce produit a fait l'objet des échanges entre la CNSAP et les secrétaires généraux émérites lors d'une journée porte ouverte organisée par la CNSAP. Les actions sociales et sanitaires vont avoir lieu une fois l'an. L'action sanitaire consiste à faire une sorte de check-up pour les retraités. Celle sociale interviendra au moment de la rentrée scolaire au profit des rentiers. Les secrétaires généraux émérites ont salué l'initiative et tous les efforts fournis par la CNSAP pour améliorer la retraite des fonctionnaires de l'État. Écoutez tour à tour Barthélémy Okito et Yannick Mavita. Ils sont respectivement coordonnateurs du collectif des secrétaires généraux émérites et responsables du service d'exploitation de la CNSAP. Ils sont au micro de Gino Rema, bureau de Charisma. Pendant votre retraite, il faut non seulement cotiser avec les 70 000, il faut cotiser aussi avec la prime. Parce que si vous cotisez avec la prime, les pourcentages vont augmenter et vous vivez très bien comme si vous étiez en train de travailler, vous étiez en actif. Donc nous sommes très contents de la manière dont fonctionne les CNSAP, la CNSAP, c'est la caisse. Et puis nous croyons qu'au fur et à mesure que ça évolue, vous savez, il y a des collectifs à faire, il y a des propositions. Et voilà, aujourd'hui on a fait l'échange, on a porté une journée ouverte, très très bien. Nous sommes très très fiers du jeune directeur général Junior Mata. Un système de retraite se passe, il y a tout un circuit, il y a tout un dispositif qu'on met sur la gestion des réclamations. Ça fait partie de notre métier. Et c'est pour cela qu'on organise en fait des journées, on apporte des enquêtes pour écouter en fait tout ce qu'ils ont comme préoccupation afin de corriger. Nous avons mis en place, avant il n'y en avait pas, nous avons des agents qui portent des noms d'agents de traitement des réclamations. Donc c'est pour montrer à combien nous nous attachons à la correction, à ce que nous faisons. Nous sommes une institution certifiée ISO 9001, donc dans la religion et l'amélioration continue. Donc nous sommes dans un système d'améliorer aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est un échange que nous avons organisé spécialement avec les secrétaires généraux émérites. Mais le produit est ouvert pour tous les retraités. Et dans le cadre de ce que nous faisons, les journées portes ouvertes, nous assurer, nous allons aussi organiser des journées portes ouvertes pour les jeunes qui vont venir avec les autres catégories de nos retraités. Mais c'est un produit qui est ouvert pour tous ces gens. Des propos recueillis par par Gino Rema Bura de Charisma. Et puis démarrage des activités de prise en charge holistique des survivantes des violences basées sur le genre dans les provinces de Kinshasa, Sud Kivu et Kasaï central, un projet de prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC a été mise en place. C'est dans ce cadre qu'une mission conjointe de gouvernement et partenaires techniques des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, a effectué un déplacement à Kananga dans la province du Kasaï central. Objectif suivre l'évolution du dit projet. Détail, Béro Matanda. Cette mission conjointe composée du ministère du Genre, Famille et Enfants, de l'Agence coréenne de coopération internationale, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour la population avait pour objectif notamment de lancer officiellement les travaux de réhabilitation du Centre intégré de services multisectoriels de l'hôpital général de référence de Lukonga. Il était aussi question de remettre des motos et des véhicules, notamment une ambulance pour faciliter la mobilité afin d'assurer la prise en charge des survivants dans les délais. C'est depuis 2014 que le PNUD et l'UNFPA, en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, mettent en œuvre le programme conjoint de lutte contre l'impunité, de soutien aux survivants de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes en RDC.
À ce jour, le projet Prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en RDC est en cours de démarrage des activités de prise en charge holistique des survivants des VBH dans 3 provinces cibles, à savoir Kinshasa, Sud Kivu et Kasai central. L'Agence coréenne de coopération internationale COICA en sigle appuie ce projet à hauteur de 8,6 millions de dollars américains. Démarré depuis 2021, ce projet prendra fin en 2026. Béro Matanda, on amorce l'atterrissage de nouvelles avant de nous quitter. D'abord, celle-ci, lutte contre le trafic d'espèces sauvages. L'Institut congolais pour la conservation de la nature va bientôt disposer des officiers de police judiciaire qualifiés pour les enquêtes et la poursuite de cette infraction. Un noyau de 8 agents de l'ICCN a entamé une formation sur l'assistance judiciaire et les poursuites en matière d'espèces sauvages en République démocratique du Congo. Ils seront par la suite déployés afin de former d'autres agents à travers le pays. Cette formation est initiée par African Wildlife Foundation dans le cadre de son projet d'appui à l'ICCN. Elle va aboutir à la mise en place d'une unité d'officiers de police judiciaire au sein de l'ICCN. Détail, Dieu merci, Lusakomoudou. Cette formation intervient à la suite de celles organisées en juillet sur les rôles d'officiers de police judiciaire avec le même personnel de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour Antoine Tabou, coordonnateur pays de African Wildlife Foundation, AWF, cette nouvelle session permettra d'atteindre 0 cas de criminalité phonique en RDC. Ces premiers noyaux d'OPJ qu'on est en train de capaciter pour faire le travail, la formation qu'ils ont reçue, avec ce qu'ils vont avoir aujourd'hui, nous allons petit à petit cheminer vers 0 cas de criminalité phonique, même s'il y en a au moins que ce ne soit pas en provenance de là où vous travaillez, M'Gil ou bien ailleurs. Les frontières poreuses de la RDC font d'elle un centre important de trafic international des espèces de faune sauvages. D'où toute l'importance de cette formation qui permettra à l'ICCN de disposer d'un personnel qualifié. Godefroy Mwamba est le représentant du DG de l'ICCN. Je voudrais insister sur cet aspect d'appui à l'ICCN pour la mise en place au sein de la direction générale d'une unité d'officiers de police judiciaire. Ça veut dire que l'unité n'existe pas encore. Nous devons la mettre en place. Il était donc impératif que bien avant son déploiement, cette équipe soit formée et outillée sur les notions essentielles. Dans cette lutte, la RDC peut compter sur un allié de taille, les États-Unis. Daniela Gaya-Persard-Chan est la représentante du Bureau international de lutte contre les stupéfiants et application de la loi en RDC. Les États-Unis sont aux côtés de la RDC pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages et aux activités des criminels transnationaux. Comme vous le savez, les États-Unis viennent de sanctionner certains fonctionnaires congolais pour avoir sapé les efforts de conservation de la faune et de la flore. Cette formation va durer 4 jours. Dieu merci, Lusakomoudou. On va terminer avec cette très bonne nouvelle en sport. Après les 9e Jeux de la francophonie, la RDC va organiser pour la première fois de son histoire une Coupe d'Afrique des Nations seniors. C'est celle de handball féminin que la RDC va organiser en 2024. La décision a été prise mardi par le Conseil de la Confédération africaine de handball. La nouvelle a été confirmée à Top Congo par le président de la Fédération de handball de la RDC, Amos Bayo. On l'écoute au téléphone de Jonathan Massiala. Je vous confirme que la RDC vient d'avoir l'organisation de la CAN 2024 ici chez nous. Le conseil de la CAF vient de terminer la réunion. Le président de la CAF vient de me signifier là. Donc nous allons organiser la CAN handball dame l'année prochaine chez nous. Là, maintenant, la CAF va déterminer les dates, mais ça commencera dans la dernière semaine du mois de novembre jusqu'à décembre. Demain, nous aurons la correspondance officielle qui va déjà déterminer toutes les périodes de l'organisation. Parce qu'en prélude, il y a déjà le mois prochain, les inspecteurs vont encore arriver sur place pour voir comment améliorer certaines conditions. Puis, nous serons déterminés, fixés, si je peux le dire ainsi, demain, sur la date, mais c'est fin novembre, début décembre. Permettez-moi d'abord, au nom de tous les sportifs congolais en général, en tant que président du comité olympique, en particulier pour les handballeurs, remercier le chef de l'État, parce que c'est grâce à la vision sportive du chef de l'État qu'aujourd'hui, dans notre nation, nous allons devoir organiser pour la première fois la CAN. Donc, allez comprendre que nos gymnases répondent aux normes professionnelles pour organiser une CAN.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel les passagers du canot rapide Salama en partance pour Buguma en Ouganda qui avait fait demi-tour vers le beach d'Ochomi en RDC en raison du mauvais temps sont sains et saufs. L'embarcation avait pris de l'eau mais le capitaine a pu atteindre la rive. Top Congo FM. Les hommes armés ont attaqué la carrière minière de Chaba en groupement de Kandoy dans le territoire d'Arou en Ituri. C'était la nuit dernière. L'armée confirme la nouvelle et parle de 14 morts et 8 blessés. Top Congo FM. Plusieurs investissements chinois enregistrés en RDC, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces investissements sont-ils bien perçus par les populations locales? Vous avez eu les réponses dans ce journal. Top Congo FM. Le Nord-Équateur ne connaîtra pas le trafic aérien. La compagnie qui devait assurer la liaison entre cette partie de Lubangui et Kinshasa s'est retirée. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde à la Pascal Bongo. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Insiwe qui a participé à la rédaction. Eric Luko qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.